Parole de jeunes, c'est le débat qui donne la parole à de jeunes responsables politiques, associatifs ou bien du monde de l'entreprise. Ils sont là pour confronter leurs points de vue, débattre des sujets qui rythment cette campagne présidentielle. C'est aussi un autre regard sur l'actualité que nous vous proposons. Alors, en notre compagnie ce soir, Diane Zetoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable départemental des Jeunes Républicains des Hauts-de-Seine. Avec nous également Mathias Nierman, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous participez au mouvement Les Jeunes avec Benoît Hamon. Laurent Alias, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes entrepreneur, fondateur des Chatons d'Or. C'est un festival pour promouvoir les idées et la nouvelle économie créative. Et Nils Gusto, bonsoir. Bonsoir. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, militant communiste à Gennevilliers. Alors, madame, messieurs, on va commencer par l'actualité aujourd'hui. C'est cette fusillade ce matin dans un lycée de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. De nombreuses questions se posent, notamment en matière de sécurité des établissements scolaires. Ce sera notre premier thème. Nous aborderons également l'entrepreneuriat dans cette campagne présidentielle. Selon vous, quel est le candidat qui a le programme le plus abouti ? Qui encourage le plus les entrepreneurs? Est-ce qu'ils restent en France notamment? Enfin, dernier thème, c'est la clause qui suscite critiques et polémiques. La clause dite Molière. Plusieurs régions françaises veulent imposer l'usage du français sur les chantiers publics et de nombreuses voix s'élèvent pour s'en indigner et dénoncer une mesure populiste et inacceptable. Mais d'abord, ces tirs dans un lycée de Grasse qui relance le sujet toujours sensible, toujours d'actualité sur la sécurité des établissements scolaires. On va s'arrêter un instant sur cette question et son évolution avec Flora Sauvage. On redoutait une attaque terroriste dans une école. Ce matin, c'est un lycéen qui a ouvert le feu dans son établissement à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un événement rarissime en France qui a été l'occasion de tester les mesures de sécurité instaurées post-attentat. Ce matin, le lycéen de 17 ans, muni de plusieurs armes à feu, a blessé 3 élèves et le proviseur au sein du lycée Tocqueville de Grasse. Très vite, les forces de police arrivent. RAID et BRI se déploient aux abords de l'établissement. 10 à 15 minutes après les premiers coups de feu, le tireur est interpellé. 5 ans après la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse, qui avait fait 4 victimes, et après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, la sécurité dans les écoles a été renforcée. Formation de personnel de l'éducation nationale dans des centres d'entraînement de la gendarmerie nationale, formation aux gestes de premier secours ou encore exercice simulant une intrusion en vue d'un attentat. Désormais, une cellule de crise peut être déployée en quelques minutes, mais le risque zéro n'existe pas. Et on va parler en détail de cette question de la sécurité, mais d'abord je voulais vous faire réagir, Nils Gusto, une réflexion sur l'acte lui-même par un individu fasciné par les armes, très jeune, 16 ans, 17 ans. Certains font un rapprochement avec les fusillades de masse. Là, on est dans tout autre bilan, mais des fusillades très lourdes qui marquent l'Amérique avec cette ultra-violence. Est-ce que vous y voyez également un rapprochement? Est-ce qu'il est pertinent selon vous? J'espère déjà qu'on ne se rapproche pas de ça. Au passage, je condamne évidemment totalement cet acte qui voulait être criminel, qui a heureusement raté son coup. Et aussi toute ma solidarité aux proviseurs, aux professeurs, mais surtout je pense aussi aux élèves, parce que j'étais lycéen l'année dernière, et j'imagine le choc qui doit être le leur ce soir. Alors je voudrais juste faire un appel, c'est un appel au gouvernement, parce qu'il ne faut pas réagir dans l'émotion. Donc depuis 2 ans, on vit des situations et des moments très difficiles avec les attentats. Et on a eu tout un panel de lois sécuritaires et qui n'ont pas été efficaces. Et donc j'appelle vraiment le gouvernement à, pour une fois, ne pas surréagir, mais prendre le temps sur des moyens humains, par exemple, d'agir dans le long terme. On va parler de ces moyens. Mathias Nierman, toutefois, c'est la première fois qu'en France, un élève ouvre le feu dans un établissement scolaire, un élève de cet âge-là. Est-ce que ça vous interroge sur cette violence? Alors, on ne va pas généraliser, mais enfin quand même, dans un établissement scolaire, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis évidemment choqué, comme Nils l'a dit à juste titre. Pensez pour les victimes, en tout cas pour les blessés, heureusement il n'y a pas eu de victimes. J'aimerais quand même, et votre reportage l'a très bien souligné, rappeler que depuis les attentats qui ont émaillé la France en 2015, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment de formation des personnels enseignants encadrants sur le confinement. Ces mesures et ces réflexes, ils ont été mis en œuvre aujourd'hui même, et il semblerait que ces réflexes ont été les bons et ont peut-être permis d'éviter le pire. Bon, il y a quand même un sujet qui m'interpelle. D'abord, j'aimerais simplement appeler les uns et les autres à éviter les réactions à l'emporte-pièce, éviter le concours l'épine de la proposition
On avait entendu beaucoup parler des en campagne présidentielle. Oui, on avait beaucoup entendu parler des sensible. portiques de sécurité qui sont en réalité une fausse bonne idée puisqu'ils créent des attroupements devant les lycées. Moi, ce qui m'interpelle en premier chef, il est trop tôt pour dire quel est le profil de ce jeune homme, mais en tout cas, c'est la facilité déconcertante avec laquelle aujourd'hui en France, on peut se procurer des armes de guerre. Ça, c'est un autre Et il y a un vrai sujet sujet majeur. qui est celui du darknet. Alors, encore une fois, on n'a aucun élément sur le mode opératoire pour se procurer ces mêmes armes, mais aujourd'hui, sur le darknet, vous pouvez vous procurer tous les produits stupéfiants que vous le souhaitez, en 2 clics. Vous pouvez vous procurer des armes à feu et les recevoir à votre domicile. Donc je crois qu'il faut une action collective au plan international pour agir, pour endiguer ce phénomène. Et le deuxième aspect, et je rejoins mon voisin de gauche sur les moyens humains, il faut aller plus loin. Le risque zéro n'existe pas. Alors, mais en vous formant les personnels... Restons là-dessus. Le risque zéro n'existe pas. Évidemment, l'assurance zéro n'existe pas. Jane Zitoun, toutefois, les violences dans les lycées, autour des établissements, on en a connu ces dernières semaines. Alors, comparaison ne vaut absolument pas raison. Je vais faire attention. Il y a eu des violences et même une intrusion violente dans des lycées de Seine-Saint-Denis. Enfin, tout cela marque et marque encore plus dans une campagne présidentielle. Il faut faire attention à toutes les mesures qui sont dites. Comment, selon vous, s'il devait y avoir une mesure, comment mieux sécuriser aux abords et dans les établissements scolaires ? Alors effectivement, la situation est tragique puisqu'aujourd'hui, on assiste à des situations de ce type dans les établissements scolaires. Donc il y a des personnes qui souhaitent donner la mort à des élèves, au corps professoral au sein d'établissements scolaires. Donc effectivement, il faut éviter les surréactions, mais surtout être très au fait des enjeux et être au fait de la situation. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Je l'avoue, en toute honnêteté, je ne pense pas qu'un camp politique en particulier dispose de la réponse à toute cette surenchère, toutes ces attaques qui ont lieu surtout sur des symboles d'autorité. On se rend compte que ça intervient beaucoup sur des symboles de la République, que ce soit les forces de l'ordre ou que ce soit effectivement l'école de la République. Il n'y a pas de camp politique qui détient la solution, mais je souhaiterais saluer les décisions de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, pour l'investissement qu'elle a mis au profit des lycées en matière de sécurité, puisque plus de 3 millions d'euros ont été investis en la rentrée 2016 et pour le budget 2017, plus de 10 millions d'euros ont été alloués pour renforcer la sécurité. Alors effectivement, vous me direz, c'est un budget, mais il n'y a pas... Je veux dire, à un moment, il n'y a pas de divine solution. Si on veut assurer la sécurité aux abords des établissements, ça passe par le renforcement de la vidéoprotection. Ça passe effectivement... On voit bien déjà qu'il y a un clivage, même si vous dites qu'il n'y a pas de camp politique. Là, on parle de moyens humains. Et là, vous parlez davantage de mesures telles que la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, mais aussi mettre du personnel de sécurité devant les lycées. De la part de quelqu'un qui soutient M. Fillon, qui, sous son gouvernement, a supprimé 12 000 postes de policiers, c'est assez osé. M. Fillon, dans son programme, si vous l'avez lu, M. Fillon, dans son programme, propose actuellement de former... déjà supprimé beaucoup et on va vous éviter d'en supprimer. D'accord, donc je pense à un moment, il va falloir se connecter sur le site www.fillon2017.fr puisque François Fillon propose la formation justement du personnel de courte durée. Laurent Elias, vous qui n'êtes pas engagé politiquement, contrairement aux 3 représentants, si je puis dire ici, c'est le cas politique et jeunes représentants politiques. Vous avez un regard plus distancié sur les mesures, donc je ne vais pas vous demander votre avis sur les mesures, mais est-ce que ça vous interpelle ? Une violence comme celle-ci, je le rappelle, à l'intérieur de l'établissement scolaire, à l'intérieur. Ouais, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'on sent au début une forme de sérénité, et puis assez vite, finalement, on en revient au fond du problème. Et le fond du problème, finalement, je ne suis même pas sûr qu'il soit sécuritaire. Le fond du problème, il est sur l'éducation, sur l'isolement de ces jeunes qui n'ont plus rien à quoi se rattacher à la vie, une grande souffrance pour certains d'entre eux. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à la racine du problème plutôt que de saupoudrer et d'essayer. De toute façon, on ne pourra pas transformer nos écoles en prison. Donc, il y a un moment, si un jeune veut passer à une action comme celle-là, on ne pourra rien y faire d'un point de vue... on pourra avoir des petites mesures. Ce qu'il faut absolument résoudre, c'est pourquoi il en arrive à ça. Et c'est bien plus tôt, bien plus en amont, bien plus profond, bien plus structurel. Oui, dans un système éducatif que parfois on décrit à bout de souffle, pouvoir identifier un tel comportement, en tous les cas voir les germes, etc., c'est très compliqué, dans souvent des classes surchargées, dans des établissements où on ne peut pas suivre chaque élève. C'est la question des moyens humains que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a des moyens humains qui sont nécessaires dans la police de proximité, ne pas les supprimer, et en créer. Donc une police de proximité qui puisse assurer sa présence sur le territoire tout le temps.
mais aussi évidemment des moyens dans l'éducation, parce que quand on a des professeurs mal formés qui font face à 35 élèves, c'est un peu plus difficile de repérer les cas des élèves comme celui qui a fait cet acte à Grasse tout à l'heure. Moi, je vois à Gennevilliers, dans le lycée dans lequel j'étais, dans zone d'éducation prioritaire, les professeurs sont obligés de se battre pour défendre leurs moyens. C'est ça qui n'est pas normal. On va conclure. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? On parle de Gennevilliers où il y a des voitures qui sont brûlées tous les soirs. Moi, d'un mot, pour être un peu plus constructif sur le sujet, je crois que il est trop tôt pour essayer de comprendre le phénomène de radicalisation, quelque part, qui a conduit ce jeune homme à se présenter dans son établissement lourdement armé. Mais en tout cas, je crois que ce soir, on sera d'accord pour apporter un puissant démenti à ceux qui prétendent qu'expliquer, c'est pardonner. Et je crois que comprendre et tenter ça vaut pour la radicalisation que l'on connaît et qui a engendré de tragiques conséquences en France. Mais d'enrayer ce phénomène à la racine, c'est évidemment un sujet prioritaire. Alors, autre sujet de cette campagne présidentielle dont on parle peu, il s'agit de savoir, c'est la question que l'on pose, qui parle le mieux aux entrepreneurs? Comment davantage susciter l'entrepreneuriat en France? Alors, on va écouter sur ce sujet votre candidat, Edjian Zetoun. C'est l'un des candidats qui a été le mieux, peut-être le candidat qui a été le mieux reçu lors d'une rencontre avec les patrons de PME, de petites et moyennes entreprises, François Fillon. Dans un pays qui rencontre autant de difficultés économiques et sociales, je le dis avec toute la force de conviction dont je suis capable, il faut une rupture. Oui, il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement. Le candidat a promis un choc de compétitivité avec la fusion du CICE et des allègements de charges en un seul dispositif, la fin de l'ISF et des 35 heures. Son programme continue de séduire les entrepreneurs. Voilà, c'était le 6 mars dernier. Alors, Laurent Elias, le jeune entrepreneur que vous êtes, que pense-t-il des différents programmes qui peut susciter l'envie d'aller de l'avant, tout simplement, d'entreprendre, d'être créé en France, chez nous? J'aime bien que vous utilisiez le mot entrepreneur plutôt que patron. Je pense qu'il faut casser cette image de patron avec le gros cigare aux lèvres. Je pense qu'il faut qu'on arrête, je pense, vraiment, d'essayer de se dire qu'un politique doit parler à un entrepreneur, à un retraité. Moi, j'aimerais qu'on parle aux citoyens, en fait. Et parce que finalement, l'entrepreneur, il n'attend pas de protéger son petit précaré, ou comme le retraité va essayer de protéger sa petite retraite, et puis chacun va dire bah voilà, on va faire une petite réforme ici qui va s'appliquer à toi retraité, à toi en demande d'emploi, en toi chef d'entreprise, en toi au chômage, etc., etc. C'est un projet global qu'il faut élire là dans 38 jours, pas un projet qui va aller sinon on va retomber finalement dans cette scission entre la droite et la gauche qui vont essayer de tirer d'un côté, tirer de l'autre, essayer de parler à certains, parler à d'autres, alors qu'un président de la République est là pour fédérer, il est là pour parler à tout le monde, pas seulement aux entrepreneurs, et il est surtout pas là pour opposer les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Très belle réponse, très bien pensée, mais avec un peu de langue de bois, puisqu'elle ne répond pas à ma question. Vous me dites en fait qu'un candidat doit parler évidemment à tous les Français, mais s'il y avait un candidat pour vous qui, malgré tout, remplisse davantage les critères pour répondre aux demandes des entrepreneurs, ou peut-être quelques programmes, quelques idées phares. Déjà, s'il y en a un qu'il faut surtout, et c'est ce qui me perturbe le plus, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou de petits chefs d'entreprise vont voter pour Marine Le Pen, malheureusement, et il faut vraiment se poser la question. Donc j'espère, peut-être envoyer un message ce soir, essayez vraiment de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous voteriez pour Marine Le Pen? Est-ce que c'est seulement parce que vous êtes contre un système qui est là depuis longtemps et qui est à bout de souffle? Et finalement, être contre, c'est seulement être contre, c'est être pour rien, en fait. Mais alors vous êtes pour qui? Je suis pour qui? Vous essayez de me faire sortir ça. Pas du tout. Moi, je suis porte-voix des entrepreneurs, je suis pas maquée. Maintenant... Alors, une question plus précise. S'il y avait une mesure phare dans l'un des programmes des candidats qui viennent vraiment en aide aux entrepreneurs, quelle serait-elle? Moi, je trouve qu'il y a du pragmatisme chez un Hamon, qui est assez intéressant aussi, mais qui, du fait du système des primaires, s'est enfermé très à gauche. Pareil pour François Fillon. Et finalement, on a une sorte de part et d'autre. On a François Fillon qui a essayé de tirer vers la droite et Benoît Hamon qui a tiré vers la gauche, laissant un trou béant pour Emmanuel Macron.
Voilà. Et Emmanuel Macron, ce que je trouve intéressant, et encore une fois, je ne le soutiens pas publiquement, il y a une forme de pragmatisme dans sa politique, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qui est intéressant à droite et ce qui est intéressant à gauche. Alors qu'on le voit autour du plateau, la droite et la gauche sont là depuis des années à se taper dessus et à s'opposer. Alors, les réponses, Diane Zetoun. Quand vous entendez l'entrepreneur jeune, quand même, malgré tout, Laurent Elias, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors justement, il y a plus de 60% des jeunes en France qui sont intéressés par ce qu'on appelle le travail indépendant. Et moi j'aime bien ce terme qu'emploie François Fillon de travail indépendant parce que ça englobe aussi bien quand on est prestataire avec une compétence spécifique ou quand on est entrepreneur. Et la mesure phare de son programme pour les entrepreneurs, c'est déjà de fluidifier ces passerelles entre le travail indépendant et le salariat, puisque à un moment, on peut décider d'être prestataire pour une entreprise et derrière, dans une autre mission, reprendre son statut en tant qu'entrepreneur. Et cette fluidification, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent vraiment à embaucher une compétence à l'instant T et on a besoin de libéraliser tout ça. Alors voilà une mesure phare du programme de François Fillon, une mesure phare à présent du programme de Benoît Hamon, qui a été d'ailleurs présenté, détaillé aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a un deuxième entrepreneur masqué autour de cette table ce soir et je suis là pour vous servir. Et effectivement, je crois qu'il y a d'abord un élément que j'aimerais rappeler. Moi, je me suis lancé à mon compte il y a un an. J'ai commencé par le statut d'auto-entrepreneur qu'ont choisi plus de 1,2 million de nos compatriotes et qui, je crois, est à certains égards une vraie réussite car il permet à tout un chacun de se lancer avec des aides, des allègements de charges, des subventions. Donc c'est, je crois, quand même un élément. Ça avait été lancé par la droite, enrichi par la gauche, mais qui est une vraie réussite collective et dont on peut être assez fier. Lancé par qui déjà cette mesure ? C'était Hervé Novelli. Donc vous voyez, c'était Hervé Novelli. Vous êtes au-delà des clivages. Non, mais c'est toujours bon à souligner. Enfin. Mais absolument. Vous savez, moi, j'ai soutenu Arnaud Montebourg pendant la primaire. J'ai même fondé avec de nombreux autres que je salue ce soir. Ils nous regardent sans doute. Le mouvement des jeunes avec Arnaud. Et Arnaud Montebourg a justement irrigué le logiciel de Benoît Hamon en lui apportant son soutien de cette logique de gauche entrepreneuriale, de gauche pro-business attachée à ses valeurs. D'ailleurs, il y avait une marque prépondérante aujourd'hui, si je puis dire une marque, puisqu'on a beaucoup entendu dans la bouche de Benoît Hamon parler du Made in France. Absolument, on l'a vu aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui ont été reprises à son compte par Benoît Hamon. On peut évidemment que s'en féliciter, notamment avec en réservant une part de marché public 50% aux PME Made in France. Mais aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin, et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire, y compris Marine Le Pen, mais Emmanuel Macron, Benoît Hamon, il faut sortir du RSI qui est un enfer pour beaucoup d'entrepreneurs, une vraie difficulté à résoudre. Vous êtes tous d'accord, je crois. Non, mais en tout cas, il faut un statut social unique, il faut basculer les entrepreneurs au régime général, c'est une vraie demande, je peux évidemment m'en faire une vraie demande l'écho. Partagée quasiment par tous l'ensemble les des entrepreneurs, c'est un casse-tête. Niels Gusto, une mesure phare, Jean-Luc Mélenchon est-il l'ami des entrepreneurs? Une ou deux propositions phares. Moi, d'abord, je crois qu'il y a deux problèmes principaux pour les entrepreneurs. D'une part, les taux d'intérêt beaucoup trop élevés, souvent pour les banques qui servent à la spéculation et qui ne servent pas à l'économie réelle. Pour ça, Jean-Luc Mélenchon... Les charges du gouvernement socialiste aussi. Ouais. Pour ça, il y a deux propositions de Jean-Luc Mélenchon. C'est la création d'un pôle public bancaire d'investissement qui permette d'avoir des taux d'intérêt beaucoup moins importants dans la création d'une entreprise. Et deuxièmement, la création d'un fonds de solidarité interentreprises qui permette aussi aux petites entreprises de bénéficier des grosses ressources des grandes entreprises. Le deuxième problème, c'est les carnets de commandes qui sont pas assez remplis. Absolument. Il y a une croissance qui n'est pas assez forte. On peut donner toutes les formes idéales. On l'arrache avec les dents? Non, je vous prends l'exemple du logement qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un vrai problème du logement en France. Il y a des millions de gens qui sont mal logés. La Fondation Abbé Pierre le rappelle tous les ans. Nous, on propose de créer 200 000 logements donc qui permettent, par l'investissement des collectivités territoriales, de reconstruire du logement et de répondre à un vrai besoin de la population en faisant fonctionner les entreprises du bâtiment. C'est un exemple, mais je crois qu'il est assez représentatif de ce que tu disais, la globalité de notre programme. Un échantillon de propositions, de mesures concrètes, mais est-ce que finalement, Laurent Elias, les entrepreneurs n'ont pas davantage besoin de stabilité, tout simplement, d'une vision de l'environnement économique et fiscal dans lequel ils ont stop aux réformes, stop aux propositions. Dites-nous simplement quel est le chemin à suivre. Je crois qu'il y a besoin de pragmatisme. À ma droite, tout à l'heure, on a parlé de libéralisation. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de libéralisation. On est déjà dans une économie mondialisée, suffisamment libéralisée. Il y a besoin de simplifier
les démarches. Vous le ressentez, vous, Ah oui, Laurent, au quotidien? on le ressent au quotidien. Et surtout, je pense qu'en France, le travail a été fait sur la création, sur le début, le lancement. Alors, l'auto-entrepreneuriat, c'est aussi un pansement par rapport au fait qu'il n'y ait pas de CDI. Là où c'est vraiment important de mettre toute notre énergie, c'est pas forcément sur la création, mais sur le développement. En France, on a ce qu'on appelle un plafond de verre. On n'arrive pas à développer des vraies grosses entreprises. Si vous regardez le CAC 40 aujourd'hui, ce sont que des sociétés qui ont plus de 40, 50 ans. Et il n'y a pas de pépites, il y en a quelques-unes, qui deviennent des leaders mondiaux parce qu'on n'arrive pas à créer des grosses PME ou des entreprises de taille intermédiaire et puis des grands groupes. Il y a un sujet d'accès au financement. Oui, vous et Mathias Herman, vous êtes donc deux entrepreneurs. Je l'apprends également pour vous ce soir. Tout à l'heure, on va recevoir Xavier Niel, qui est l'invité exceptionnel du Grand Entretien et qui a été enregistré d'ailleurs dans la journée. Et quand je lui ai posé la question, justement, qu'est-ce qu'il pense de notre environnement économique et social pour les entrepreneurs, il a dit que c'était l'un des meilleurs environnements possibles. Bien sûr qu'il est bon. Que la France, il n'a pas dit que c'était un paradis, mais en tous les cas qu'il faut un petit peu voir le verre à moitié plein. Bien sûr, Il a c'est raison. ce que j'ai dit. Moi, j'ai essayé d'apporter une note optimiste là-dessus, avec quand même des axes d'amélioration. On parle beaucoup d'économie collaborative. Je crois que c'est une opportunité pour un certain nombre de jeunes qui peinent à s'insérer sur le marché du travail, mais c'est aussi une menace parce qu'il y a un vrai sujet d'absence de couverture maladie et vieillesse, donc il faut apporter des réponses là-dessus également. Il serait intéressant de voir si nos chers hommes politiques arriveraient à tenir finalement dans ce monde-là de la création d'entreprises, parce que on est obligé, on peut pas se tromper. En fait, on est obligé d'apporter des preuves de ce qu'on fait et on est obligé de se battre, pas seulement le faire savoir, mais aussi faire. Ça, c'est intéressant. Niels Gusto et Jens Zitoun, je ne sais pas si vous allez vous consacrer à une carrière, comme on dit, politique aujourd'hui, mais c'est ce qu'on reproche souvent en politique, c'est ce que vous entendez ce soir, c'est de ne pas être suffisamment confronté aux réalités économiques d'une entreprise avec le résultat à la fin, les salariés, toutes les charges qui sont inhérentes. Moi j'ai 17 ans, donc vous oui, me permettrez ça vous laisse de un peu de terminer temps. mes études d'abord. Non, mais je voulais revenir sur la simplicité. Moi, les jeunes que je croise en porte-à-porte chaque semaine, ils ne veulent pas être milliardaires, comme le disait Macron. Ils veulent un emploi stable, ils veulent une retraite suffisamment décente pour pouvoir finir leur jour correctement, ils veulent avoir des loisirs, etc. Et je pense que le cœur de tout ça, c'est quand même la santé. Il faut qu'on applique enfin une sécurité sociale intégrale. Ça vous fait une troisième proposition de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est dit. Bientôt, vous nous ferez tout le programme. On va conclure sur ce sujet pour passer ensuite à la clause dite Molière. Allez-y, Jens Zitoun. Effectivement, moi je suis élue locale à Courbevoie. Donc toutes les semaines sur le terrain, je rencontre les gens qui me font part, que ce soit les femmes qui ont des difficultés à reprendre leur travail lorsqu'elles n'ont pas de solution de garde, ou même que ce soit les jeunes qui sortent de l'école, qui ont du mal soit à trouver un stage de fin d'études, qui ont du mal à trouver un emploi, parce qu'il y a plus de 25% de taux de chômage des jeunes en France. C'est absolument Donc vous nous dites que ahurissant. vous êtes à l'écoute de tout cela, vous n'êtes pas déconnecté du terrain. Non, pas encore. Pas encore. Pas du tout d'ailleurs. Encore, les jeunes. Autre sujet. Ce sujet, il a mis d'accord, écoutez bien, la CGT et le MEDEF. C'est dire s'il est transgressif, ça vous fait sourire. La clause Molière, destinée à lutter contre l'afflux de travailleurs détachés européens, a été qualifiée de populiste et de dérive nationaliste. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Les détails avec Sandra Cerquera. Le principe de la clause Molière est simple. Tout ouvrier voulant travailler sur un chantier doit maîtriser le français. Son but, lutter contre le présumé dumping social que représentent les contrats de travailleurs détachés. Inventée par l'adjoint au maire d'Angoulême et reprise par quelques régions de droite, dans le Haut-Rhin depuis l'an dernier et plus récemment l'Île-de-France, cette clause suscite de fortes polémiques chez de nombreux représentants politiques, patronaux et syndicaux. Imaginez dans notre histoire si on avait fait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites en France. Donc c'est à vomir, je le dis, il faut lutter contre cette mesure. Mais pour le secteur du BTP, la clause Molière est avant tout une question de sécurité. En France, le nombre de travailleurs détachés augmente. Ils étaient plus de 290 000 en 2015, un chiffre en hausse de 25%. Alors, vous l'avez entendu, pour certains, comme Laurent Berger, les mots sont vifs, Niels Gusto, mais est-ce que malgré tout, vous diriez c'est peut-être une solution inadaptée, mais pour un vrai problème? Il ne faut pas nier le problème.
D'abord, je constate la radicalisation de Oula. Madame Pécresse. Attention à ce mot, hein. De On Madame emploie à tort et Pécresse, à que travers. dans Ouais. sa haine contre les étrangers. Il y a un an, elle nous mettait en place la fin des aides pour les étrangers dans les transports. Aujourd'hui, ça se rapproche beaucoup de la préférence nationale, avec une discrimination totale et injuste des employés à l'embauche. Une haine Ça- des étrangers, je vais laisser réagir. Une haine Diane des Zetoun, c'est étrangers. quand même fort. C'est des propos très graves, hein, la radicalisation de Madame Pécresse. Madame Pécresse, dans son rôle de présidente de la région Île-de-France, elle essaye de sauver les entreprises franciliennes qui croulent sous les charges du gouvernement socialiste. Il y a plus de 835 000 TPE et PME en Île-de-France, qui englobent plus de 4 millions de salariés. C'est des entreprises qui sont complètement étouffées par les charges, qui ont une concurrence déloyale. Effectivement, il faut lutter contre ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a créé la clause Molière pour privilégier les entreprises franciliennes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Île-de-France ne peut passer que par 54% des entreprises franciliennes, elles n'ont pas accès à l'ensemble des marchés publics. Et deuxièmement, d'un point de vue sécuritaire, moi je suis tout à fait d'accord, parce que quand on ne parle pas le français, on ne peut pas comprendre le cahier des charges. Donc on fait comment d'un point de vue sécurité ? Donc je suis désolée, hein, la radicalisation de Madame Pécresse, c'est penser au développement des entreprises franciliennes et aux entrepreneurs qui se battent tous les jours. Ça la dérange, Madame Pécresse, quand un Pardon ? trader parle anglais ? Mais quand un trader parle c'est anglais, différent, c'est la forcément. langue. Mais c'est pas la même chose, c'est la langue internationale. Moi, quand je vais dans les autres pays, je parle comment vous anglais. savez que les salariés ne parlent pas anglais ? Mais on est en France, on parle français. Ah bon, ah bon. Oui. Alors, on va faire le tour de table. Votre avis Je crois que c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une mesure, au-delà de son caractère nauséabond, un poil débile. Dans le sens où aujourd'hui, si on pousse cette logique et si cette mesure, dont je doute de la légalité, puisque le gouvernement s'en est saisi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit in fine retoquée. Vous êtes aujourd'hui étranger en situation régulière en France, vous êtes réfugié en France, vous cherchez un emploi et vous allez vous heurter à cette clause Molière qui va vous empêcher d'accéder à l'insertion professionnelle qui est pourtant un vecteur d'intégration. Vous aviez raison en revanche, Sonia, c'est que derrière cela, il y a un vrai sujet, le travail détaché, qui initialement était destiné à apporter des solutions concrètes aux métiers pénuriques en faisant venir de la main-d'œuvre européenne sur notamment des métiers dans le BTP. Or, on a vu qu'il y a eu des abus avec le travail dissimulé sur un certain nombre de chantiers, le stade de Nice, la LGV Tours-Poitiers, à Flamanville également. C'est pour cette raison qu'Arnaud Montebourg, pendant la primaire, je me permets de le rappeler, souhaitait suspendre cette directive pour tout simplement imposer aux entreprises françaises d'offrir les mêmes conditions de rémunération et sociale aux salariés. Et l'avis de Laurent Elias ? Je pense que la question n'est pas là et la réponse est quelque peu hypocrite. Ce qui est important finalement, c'est la compétence. Si on avait, est-ce qu'on a besoin de parler le français pour être bon Non, mais au boulot? au-delà de toute cette histoire de parler français, ce qu'on n'ose pas dire, Mais c'est oui, mais qu'est-ce qu'on dit à l'entrepreneur francilien qui n'arrive plus à payer ses charges, qui a face à lui une concurrence déloyale avec un salarié qui va... je prends l'exemple d'une pose de parquet. Quand en France, on va payer à peu près 45 € le mètre carré de la pose de parquet parce que c'est le prix dont on a besoin pour pouvoir payer ses charges et qu'à côté, on va avoir une concurrence déloyale à 22 €, qu'est-ce qu'on dit à Mais l'entrepreneur attaquez-vous à francilien ? ce problème alors, pas de façon détournée. Oui. Là, on est en train, Attends, de façon vous dites assez, oui, il faut vous assez attaquer. Vos alambiquée, candidats vont vous attaquer on au même est en train problème. de détourner le problème et de répondre de façon très alambiquée, voilà, à un problème qui finalement, j'ai l'impression, c'est de la préférence nationale déguisée. Et je pense pas qu'on soit encore. Je pense que le vrai sous problème, le vrai problème, régime c'est quand du même Front le National. gouvernement socialiste Et donc- qui a écrasé les TPE Bon, et les en tous les cas, PME de charge. Ce sont des avis effectivement, différents. C'est On va une manière conclure. détournée, dérobée d'arriver à ce sujet. Et moi, j'aimerais souligner une chose, c'est que le vrai problème aujourd'hui sur les chantiers, qu'il faut adresser de manière radicale, c'est les atteintes au code du travail avec le travail dissimulé et avec un renforcement des moyens de l'inspection du travail. C'est aussi un moyen de lutter contre le travail illégal. Ce sont Mais des c'est avis pas- tranchés, c'est le pas ça, principe la d'un France. débat. La France, c'est le multi. On arrive Ce sont des gens qui ont construit la France, qui à viennent la de fin partout. de ce Et débat. je pense qu'il Attendez. aurait dû lire un petit peu Mais plus. pour vous, il y a Molière. quand même un problème de fond dont doivent se saisir les différents candidats. Ça, c'est très important. Le mot de la fin ? Je rajouterais juste que aussi la France, malheureusement, à l'instant T, c'est des artisans qui déposent le bilan parce qu'ils n'ont plus de quoi payer leur C'est une salaire. réalité également. Merci en tous les cas. Merci pour ce Merci à vous. parole de jeunes. On est ravis de vous recevoir, de tous les âges, de tous les partis, de toutes les tendances, entrepreneurs, on l'a dit aussi dans le monde associatif ou le monde politique, afin que vous puissiez confronter vos idées lors de cette campagne présidentielle. Alors dans quelques instants,